Sandra Hazan, bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste au cabinet Dentons. Alors, vous comptez parmi vos clients de nombreuses grandes fortunes. Certaines, on sait, sont parties à l'étranger pour éviter de payer l'ISF. Sandra Hazan, que disent ces gens fortunés? D'abord, est-ce qu'ils suivent avec intérêt, on imagine, le débat en France sur la suppression de l'ISF? Ils le suivent avec un très grand intérêt, en effet. Pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est qu'ils attendent, qu'ils considèrent que c'est un bon début, que l'initiative est intéressante dans son principe économique. Cela étant, ces personnes sont souvent un petit peu échaudées par ce qui est arrivé en France. Sur les dernières années, on a constaté une inflation législative tellement énorme, avec de tels changements, de tels revirements, de grands à-coups politiques, que du coup, ils sont plutôt dans une posture d'attente pour vérifier en fait que la France va retrouver une certaine stabilité fiscale. La taxation des yachts là, et des voitures de luxe, c'est symbolique ou c'est de nature justement à faire réfléchir ces grandes fortunes en disant finalement en France, on ne sait pas ce que c'est, on vous dit qu'on supprime l'ISF, puis finalement on le réintègre par petits bouts? Eh bien non, c'est anecdotique. Je pense que c'est anecdotique. En fait, ils réfléchissent en charge d'impôt global. La typologie des biens qui sont pris dans l'assiette, c'est pas très important. C'est le reflet véritablement du caractère passionnel en fait de ce débat, puisque c'est vrai que l'ISF est devenu un instrument au service de la politique, là où ça n'aurait jamais dû le devenir. Alors, le Premier ministre, Édouard Philippe, la semaine dernière, a chiffré les départs qu'il évalue suite à cet ISF. Je vous propose, Sandra Hazan, d'écouter le Premier ministre. Depuis 2002, on estime, je vous livre mes chiffres, je l'ai dit de mémoire, mais je sais qu'ils sont conformes à ce qu'en dit Bercy. On estime que 10 000 contribuables français ont quitté le territoire en net. Hein. Je fais 700 par an, oui, c'est ça. Entre ceux qui partent et ceux qui reviennent. Mais 10 000 contribuables sont partis de France parce qu'ils étaient assujettis à l'ISF. Ces 10 000 contribuables représentent 35 milliards de capital. Je ne dis pas qu'ils payaient 35 milliards d'impôts, ils représentent 35 milliards de capital. Alors, est-ce qu'on connaît le profil? Quel est le profil de ces 10 000 contribuables qui sont partis depuis 2002? De qui s'agit-il? Alors, le profil a évolué au fil des années. Au départ, effectivement, ça pouvait être de très grosses fortunes, mais celle-ci était d'ores et déjà structurée, organisée, bien à l'avance. Le profil a évolué vers des gens plus moyens, je dirais, plus lambda. On a même constaté des départs de personnes retraitées dernièrement qui avaient en fait constitué un capital au cours de leur vie de travail. Et puis ensuite, ils se sont retrouvés face à une équation avec trop d'inconnus. C'est-à-dire qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, les enfants qu'il faut soutenir plus longtemps, et l'ISF qui consomme finalement ce capital, ils ne savaient pas très bien pour combien de temps en fait ils en auraient du capital. Et a fortiori, si on introduit des variations fiscales sur l'ISF, là, ça devenait trop compliqué. Donc j'ai vu des gens partir avec des profils de richesse, encore une fois, assez limités. On a vu là tout récemment Florent Pagny qui a suscité la polémique parce qu'il a expliqué ô combien le système fiscal au Portugal était plus avantageux. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont partis. Alors ils ne le reconnaissent pas toujours d'ailleurs. Hein. Bien souvent, on dit qu'on va en Suisse pour le lac Léman ou qu'on va en Belgique parce que la vie est plus agréable. Ils sont gênés souvent, ces personnes, elles n'osent pas le dire. C'est un exode silencieux. C'est un exode silencieux, c'est un exode douloureux, parce qu'il faut véritablement couper le cordon avec la France quand on s'en va, pour des raisons fiscales. Et donc, non, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on affiche avec fierté. Alors, on ne va quand même pas renverser. On pourrait aussi reprocher à ces personnes d'avoir fait fortune en France, grâce à la France, et au moment de passer à la caisse, de payer les impôts, pour rendre un petit peu cette fortune, de préférer l'exil. Est-ce qu'il n'y a pas une gêne quand même parmi ces gens-là ? Non, ça c'est une approche, encore une fois, qui est une approche très politique, très judéo-chrétienne. C'est toute la difficulté de la France, son rapport à l'argent et cette ambiguïté-là. Je pense que l'impôt, encore une fois, ça répond en fait à une logique qui est économique et budgétaire. À partir du moment où on en fait un sujet polémique et politique, là du coup, on se retrouve finalement avec un corpus législatif qui est totalement incohérent, bourré de niches du coup, et ça rend les choses extrêmement difficiles. Additionner à ça les problèmes de prévisibilité de la législation française, ça fait que finalement c'est rédhibitoire, les gens s'en vont. Bourrény, vous avez raison, parce que le paradoxe c'est que les plus grandes fortunes françaises, comme Liliane Bettencourt ou Bernard Arnault, échappent en grande partie à l'ISF, et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle elles sont toujours en France. Enfin, elles ne sont pas totalement taxées sur leur fortune qui se chiffre en milliards à l'ISF, bien évidemment.
Sinon, elle serait partie depuis longtemps. Je voulais revenir. Vous disiez tout à l'heure, c'est douloureux. Quand on part au Portugal, pour reprendre l'exemple de Florent Pagny, je crois qu'il faut vraiment passer 6 mois de sa vie au Portugal. Hein. Et alors, le fisc français va vous contrôler, va s'assurer que vous n'êtes pas en France, parce que ça serait un peu facile. Sinon, fiscalement, on se met au Portugal, puis on vit en France. Alors, le critère des 183 jours, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, en effet. C'est celui qui est retenu par un certain nombre de pays, dont le Portugal. Mais les Français, eux, ils ont une approche beaucoup plus complexe de la question de la résidence fiscale. Donc, ce n'est pas simplement le temps passé à l'étranger qui va être appréhendé. C'était aussi votre situation de famille, votre situation professionnelle, ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux, le centre des intérêts économiques. Donc, nous, on a une addition multicritère qui fait que, indépendamment du temps que vous passez en France, vous pouvez être considéré résident ou non résident. Donc, il faut vraiment avoir fait sa vie à l'étranger. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un acte positif, en fait, de partir. Voilà, il faut que ses enfants soient inscrits en Belgique ou en Suisse, etc. Absolument, voilà. Absolument. Donc, c'est vraiment un exil. Donc, on refait sa vie ailleurs. Par ailleurs, que pensez-vous de cette proposition de la France Insoumise qui dit, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas l'idée d'un impôt mondial qui existe aux États-Unis où que vous viviez dans le monde, dès lors que vous êtes américain, vous devez payer vos impôts normalement au fisc américain. Finalement, c'est pas parce qu'on est installé en Belgique qu'on ne paye pas l'ISF avec ce système d'impôt mondial. Alors, c'est une approche très vulgarisée de la fiscalité américaine qui vient d'être donnée là. Ouais. Encore une fois, l'impôt n'est pas au service d'une vision politique. Je crois qu'il faut organiser l'impôt de manière efficace. Ce qu'il faut, c'est du rendement budgétaire. Et ça sera dans l'intérêt de tous. Mais si on commence à classifier riches, pauvres, à établir un impôt sur ces fondements-là, à ce moment-là, on se retrouve avec des situations paradoxales. Ça a été très bien illustré, on connaît ça depuis les années 70. C'est ce qu'on appelle la courbe d'affaires. C'est-à-dire que plus vous augmentez la pression fiscale, plus les taux augmentent, plus il y a une attrition de la base. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde. L'impôt tue l'impôt, comme on dit vulgairement. Le Premier ministre disait qu'il y a 35 milliards de capital depuis 2002 qui ont quitté le pays. Alors, pour avoir une idée, je ne sais pas, Alstom, ça vaut 4-5 milliards, donc c'est 7 fois la valeur d'Alstom. Mais alors, beaucoup de gens contestent cette théorie du ruissellement qui dit, au fond, si c'est 35 milliards, les riches, les rapatriés en France, ils ruisselleraient sur l'économie française et, comme on dit vulgairement, le bon peuple en récupérerait les miettes. C'est une façon un peu polémique, mais elle n'est pas vérifiée, dit-on, cette théorie du ruissellement. C'est une théorie économique parmi d'autres, en effet. Ce qu'on peut constater, en tout cas en tant que praticien, c'est qu'effectivement, quand les gens sont poussés à l'exode, on se retrouve avec des assiettes qui sont extrêmement réduites au maximum et que donc, par définition, à partir du moment où on n'alimente plus le cycle économique avec des richesses, mais avec aussi de l'activité, évidemment, cette assiette continue de se réduire. Donc il y a un effet comme ça d'enchaînement. On parle ensuite de l'impôt sur le revenu, et c'est tout un cycle économique qui est perturbé en fait par ce genre de phénomène. Est-ce qu'avec tout ce débat sur la suppression de l'ISF prévue pour l'année prochaine, est-ce qu'au moins le flux des départs s'est arrêté? Est-ce qu'au moins les gens qui avaient des projets de départ se disent alors là, on va peut-être pas partir, on va attendre 6 mois au moins, attendre de voir ce qu'il en est? En effet, ça c'est un peu tari. C'est un peu tari. Donc parce qu'on est sur les chiffres, pour reprendre 700 départs par an, ça fait plus d'une famille par jour, une ou deux familles par jour Alors on prend un billet simple pour Bruxelles ou pour Genève, etc. On dit au revoir à ses amis, puis souvent il paraît d'ailleurs qu'on s'ennuie à Bruxelles quand on s'y est installé avec toute sa famille. Ça n'est pas impossible. Mais encore une fois, ça, ce sont les chiffres qui sont offerts par Bercy ou par certains instituts d'études. Ce n'est pas forcément la réalité. Je pense que c'est plutôt la partie émergée de l'iceberg qu'on constate là. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la masse de richesse qui est partie et qui s'est développée à l'étranger. C'est cette masse-là, en fait, qu'il faut appréhender. Il y a des études économiques étrangères, d'ailleurs, qui chiffrent la richesse des Français à l'étranger et qui sont très intéressantes. Merci beaucoup, Sandra Hazan, pour ce témoignage. Je rappelle, avocat fiscaliste au cabinet Dentons. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux, l'Amérique sous le choc après la fusillade de Las Vegas. Et puis on s'interroge sur le profil et les motivations de l'auteur de cette fusillade. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Qui est le tireur de Las Vegas ?»